Bonjour à cette capsule sur les études de cas. Pendant le cours, on va voir plusieurs études de cas. Alors, ça va être une méthodologie particulièrement privilégiée. On s'en sert beaucoup en gestion et en administration parce que même si la gestion est souvent perçue ou communiquée comme une science. On entend souvent l'école des sciences de l'administration ou l'école des sciences de la gestion. La gestion reste quand même une pratique avant tout, une pratique qui s'inspire beaucoup des sciences parce qu'on utilise beaucoup de l'information, des statistiques, des faits, des mathématiques. Alors, on utilise beaucoup des formes de sciences pour prendre des décisions. On utilise l'innovation, la création, la créativité. Alors, pour prendre des décisions ou pour solutionner des problèmes. Mais reste que ça vient beaucoup de la pratique et il faut vraiment développer ses compétences en gestion. Alors, pour développer une compétence, comme tout dans tout métier, il faut se pratiquer. Alors, l'étude de cas, c'est vraiment une stratégie d'apprentissage privilégiée en gestion pour ce faire. Alors, ici, dans cette capsule, on va avoir deux segments. Premièrement, je vais vous montrer la méthode des cas qui a été développée premièrement pour la gestion par le Harvard Business School, qui étudiait des situations d'entreprise pour en créer des situations d'apprentissage. Et la partie 2, je vais vous montrer comment faire une mini-étude de cas vous-même, OK? Parce que une étude de cas, la faire nous-mêmes, ça veut dire aller étudier une organisation, c'est laborieux et c'est gros et c'est très long. On a seulement 3 semaines pour faire votre travail. Alors, c'est sûr que les attentes d'une étude de cas, d'une mini-étude de cas comme nous, on va la faire. C'est certain que ça ne sera pas aussi laborieux et élaboré qu'une réelle étude de cas. Mais, je vais quand même vous donner certains concepts de base pour que quand vous allez regarder votre organisation, l'observer, ou même dans le futur, quand vous allez observer ou analyser d'autres organisations, vous ayez certains concepts clés en main pour le faire. Alors, section 1, on va regarder comment on peut apprendre avec les études de cas. Alors, on prend une étude de cas déjà écrite et on en tire des apprentissages. Et partie 2, comment nous-mêmes étudier une organisation, faire une mini-étude de cas, comme vous allez le faire dans votre analyse d'une organisation sociale pendant ces 3 semaines. Alors, stratégie d'apprentissage, la méthode des cas de Harvard. Premièrement, alors, c'est vraiment d'aller regarder une situation organisationnelle existante, une situation qui s'est passée et d'en tirer des apprentissages. Alors, les objectifs, c'est de développer des compétences analytiques, d'apprendre à connecter des composantes interdépendantes de l'organisation. Alors, l'organisation, c'est un système. On ne peut pas regarder, par exemple, les efforts commerciaux, les efforts de services, les efforts financiers, sans voir qu'il y a des liens clairs qui se font ensemble. Par exemple, s'il y a des dépenses au niveau des opérations, mais c'est certain que ces dépenses-là vont se voir au niveau des finances. Et s'il y a eu des dépenses, par exemple, au niveau des opérations, c'est certain qu'il y a eu des opérations. Et est-ce que ces opérations-là ont été en lien avec des efforts au niveau de la publicité, par exemple? Alors, tout est interrelié et c'est plus facile de les voir à l'intérieur d'une étude de cas que quand on les regarde de façon isolée.
Alors, comprendre l'interaction aussi que l'entreprise a avec son environnement. Alors, c'est l'entreprise avec son environnement et l'environnement avec son entreprise. Ça, c'est vraiment important pour l'entreprise sociale, étant donné qu'elle émerge vraiment de la communauté, des besoins communautaires et sociaux. Comprendre les situations de prise de décision managériale, se mettre dans la situation d'un gestionnaire et pouvoir avoir une certaine empathie par rapport aux événements, aux réalités et prendre position par rapport à la situation. Développer une capacité à formuler des hypothèses raisonnables et à faire preuve de jugement parce que même dans une situation organisationnelle, on n'a pas toujours toutes les formations nécessaires. Ce n'est pas une réalité parfaite dans laquelle on vit. Alors, comment on est capable de formuler des hypothèses raisonnables et réalistes? Alors ça, c'est vraiment développer son jugement. Puis, on peut seulement le faire avec la pratique. Il n'y a pas de formule magique. Il y a deux grands types de cas. Alors, il y a des cas qui sont plutôt descriptifs. Alors, c'est des descriptions d'organisation. Et dans ces descriptions-là, vous allez les voir pendant qu'on les lit pendant le cours. Les enjeux sont plutôt sous-jacents. On ne dit pas « voici les problèmes que vit l'organisation ». Alors, les problèmes sont plutôt dits, il faut les lire entre les lignes. Dans ces cas-là, il peut y avoir plusieurs problématiques. Il n'y a pas une problématique clé. On nous décrit tout simplement, voilà l'organisation, ses services, ses opérations, ses finances, ses ressources humaines. Et nous, c'est à nous de retirer s'il y a des problématiques et lesquelles ils sont. Les cas de décision, c'est habituellement plus facile de prévoir ou de voir c'est quoi les problèmes. Alors, dans ceux-là, c'est des descriptions de contexte organisationnel dans lesquels les enjeux problématiques sont plus précis. On va dire, ben, voici ce que vit l'entreprise maintenant, l'organisation, et voilà ce qu'on vous demande de faire. OK? Puis, à travers ça, mais c'est sûr qu'on vous donne le contexte, les autres organisations qui travaillent avec, les fournisseurs, les ressources et tout ça. Mais habituellement, dans ceux-là, les cas de décision, on vous demande vraiment une décision précise à l'issue de l'analyse. Alors, les composantes à repérer dans un cas, et ça peut vous donner une idée également des composantes qu'on vous demande quand vous allez vous-même faire l'analyse d'une organisation, c'est le sommaire du cas. Ça veut dire, faites un résumé de l'organisation, une historique pour se faire une tête de ce qu'est l'organisation, la structure, les produits ou les services, les forces et les faiblesses, la situation financière et l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Puis là, c'est certain que dans ces composantes-là, il peut avoir un certain niveau de détail requis, tout dépendant de ce que l'on veut faire, ce qu'on veut soulever comme problématique. Alors, les étapes générales, c'est l'identification de la problématique. Car là, il pourrait y en avoir plusieurs, étant donné que l'organisation sociale, c'est pas simple. L'analyse des composantes, c'est vraiment, une fois qu'on a la problématique assez cernée, on analyse les composantes du cas et ensuite une recommandation. La méthode recommandée, c'est on le fait en 2 lectures. Alors, une première lecture, on va repérer la nature de l'organisation. OK? C'est quoi, premièrement? Alors, vous pouvez faire une liste déjà. L'industrie dans laquelle l'organisation opère, son secteur d'activité, l'environnement externe qui affecte l'organisation, les problèmes rencontrés par la direction de l'organisation, l'identification des stratégies de communication. Et toute stratégie pertinente que vous pensez, juste comme ça maintenant,
qui auraient pu être ajoutées pour pouvoir contribuer, et les situations qui sont sous le contrôle de l'organisation et les situations qui ne sont pas sous le contrôle de l'organisation. Lors d'une deuxième lecture, vous pouvez noter les décisions qui doivent être prises et les personnes responsables pour les prendre, les objectifs de l'organisation et les acteurs clés, et la compatibilité des objectifs organisationnels avec les actions et les activités. Est-ce qu'ils sont compatibles, les actions et les activités, les programmes de l'organisation avec les objectifs? Leur rapprochement, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de les redéfinir? Les sources et les contraintes de l'organisation pour atteindre ces objectifs. Est-ce qu'il y a des problèmes pour atteindre l'objectif ou la mission de l'organisation? Et après avoir lu attentivement le cas, le lecteur, vous devriez commencer votre analyse. Là, vous devriez être quand même assez équipé pour commencer votre analyse. Alors, dans l'analyse, vous devriez d'abord marquer les problèmes importants qui se produisent dans l'organisation. Okay? Vous avez déjà identifié les enjeux, premièrement. Deuxièmement, vous devriez identifier le problème le plus central. Okay? Et après avoir défini les problèmes, les contraintes, l'analyse réelle commence. Okay? Alors, on va utiliser plusieurs modèles pour l'analyse de l'environnement. Je vais les passer en revue, mais si vous avez des questions par rapport à ces modèles-là, on va les voir en classe également. Alors, il faut vous poser la question, quels sont les secteurs ou quel est le secteur d'activité dans lequel on opère? Par exemple, est-ce que c'est un service? Par exemple, est-ce que c'est une association pour soutenir des enfants, ce service? Est-ce que c'est un secteur manufacturier? Par exemple, une entreprise avec laquelle je collabore, Holland, leur objectif, c'est de diminuer le plastique à usage unique. Alors, eux, ils manufacturent pour la location et pour la vente c'est des kiosques pour distribution d'eau, lors d'événements. Alors, est-ce que c'est manufacturier? Est-ce que c'est détail? Est-ce que c'est, par exemple, des friperies, une friperie pour ou un centre communautaire, justement, un centre d'entraide? Est-ce que c'est pour la logistique ou la distribution ou du transport? Par exemple, Tourlane, c'est un genre de coop pour le voyage durable. Alors, dans quel genre de secteur d'activité l'organisation se positionne? Qui sont les bénéficiaires? Et où on est dans la chaîne d'approvisionnement? Est-ce que nous, on sert d'autres entreprises? Est-ce que les entreprises qu'on resserre, c'est des entreprises privées ou des bénéficiaires directement? Ou est-ce que on est directement à des consommateurs, à la communauté, par exemple un dépanneur communautaire ou la production de café équitable? Alors, c'est où on est dans la chaîne d'approvisionnement et qui on sert exactement. Quel est notre secteur industriel? Alors, est-ce qu'on travaille avec des vêtements, de la quincaillerie, de l'énergie, énergie solaire, par exemple, des services professionnels? Est-ce qu'on offre des services professionnels, par exemple, services psychologiques, soutien psychologique, etc.? Peut-être plusieurs d'entre eux, parce que ce n'est pas toujours simple comme ça. Identifier les secteurs d'activité. Quel est le secteur technologique ou les ressources nécessaires? Est-ce que, par exemple, on est dans le secteur énergétique, justement, en énergie solaire? Est-ce qu'on a besoin d'être à jour dans le secteur de l'intelligence artificielle pour ce qu'on fait? Alors,
tout dépendant de l'innovation sociale que l'on travaille, ben, on aura peut-être besoin de se tenir à jour sur ce qui se fait dans différents secteurs technologiques. Ensuite, est-ce que notre secteur est très fragmenté ou très consolidé? Alors, un secteur fragmenté, ça c'est, on voit beaucoup un secteur environnemental, alors l'environnement concurrentiel en entreprise privée. Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins en organisation sociale parce que le concept de concurrence est quelque chose de moins prédominant. Tout dépendant du secteur d'activité dans lequel vous allez vous trouver, c'est quelque chose que vous allez peut-être moins vous préoccuper. Alors, ça dépend vraiment du secteur dans lequel vous vous trouvez. Pour le cas que nous allons voir en classe, ça va être quand même important de maîtriser ce concept-ci. Et aussi, pour les entreprises avec lesquelles vous allez possiblement collaborer, les parties prenantes, c'est important de comprendre dans quel secteur ils se situent pour comprendre certains enjeux également. Okay? Alors, dans un secteur fragmenté, ça veut dire que vous êtes dans un secteur où il y a plusieurs joueurs qui occupent un secteur d'activité. Alors, plusieurs joueurs se séparent le secteur. Alors, pour vous, c'est pas mal facile d'y entrer, mais pour faire une différence, il va falloir vraiment se différencier, soit par le type de bénéficiaire que vous allez viser ou par la manière dont vous allez viser ces gens-là. Et dans un secteur consolidé, c'est par exemple des grandes organisations qui occupent la plupart du secteur. Alors, c'est plus difficile pour une petite organisation d'y rentrer. S'ils rentrent, l'organisation, il faut qu'il soit absolument extrêmement spécialisé pour rentrer pour assurer sa place, mais ce n'est pas un milieu hautement concurrentiel. Okay? Alors, on va en parler davantage quand on va parler du cas. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus imagé quand on va parler du cas de l'exemple que j'ai à vous proposer. Alors, je vous propose deux modèles pour évaluer le secteur d'activité. Le premier, c'est PESTEL, qui est un modèle d'évaluation ou d'analyse macro-environnementale. Puis l'autre modèle, c'est les 5 forces de Porter, qui est un modèle d'évaluation d'analyse sectorielle. Alors, premièrement, pour le PESTEL, c'est vraiment un modèle pour évaluer les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux sociodémographiques, les enjeux technologiques, environnementaux et légaux qui viennent influencer notre secteur d'activité. Okay, alors, les enjeux politiques, hein, c'est vraiment tous les enjeux de pouvoir ou la stabilité gouvernementale, les politiques qui sont en cours ou en développement qui peuvent venir affecter notre organisation ou même les politiques que nous, on veut affecter en tant qu'organisation. Okay? Économique, c'est vraiment la situation économique dans laquelle notre organisation, la situation économique, on veut dire macro, l'environnement économique dans lequel notre organisation se situe. Ça veut dire que si on opère au Québec, quelle est vraiment la situation économique au Québec dans laquelle on doit opérer. OK. Alors,
également les facteurs socioculturels sur lesquels se pencher. Alors, quels sont les facteurs socioculturels et sociodémographiques qui viennent influencer notre organisation? Okay, par exemple, je parlais de Holland plus tôt. Cette dame qui a démarré son entreprise justement pour diminuer le plastique à usage unique, ben, pourquoi ça fonctionne en ce moment? C'est parce que non seulement les consommateurs largement dit, pas seulement des groupes niches, ont une sensibilité maintenant à ce genre de problèmes environnementaux, mais les entreprises aussi. Alors, mais si on recule il y a 15 ou 20 ans, la même entreprise ou organisation n'aurait probablement pas eu la même facilité d'accès à des grandes entreprises pour pouvoir vendre ou louer ces équipements. Okay, alors, socioculturel, c'est les tendances, c'est la démographie, les valeurs. Alors, il faut regarder vraiment l'évolution socioculturelle dans l'environnement dans lequel on opère. Niveau technologique, quelle est la technologie qui est développée ou qui se développe, qui peuvent contribuer à notre organisation, développement de nos services? Okay, par exemple, la géolocalisation permet le développement de beaucoup d'organisations qui n'auraient pas pu avoir le même type de service il y a justement 10 ans. Alors, ça peut être à partir de vos analyses. Quel genre de technologie est maintenant disponible? Et sans aller aussi loin que ça, ça peut être vraiment des technologies de machinerie, des technologies plus vertes dans les manufactures. Alors, vraiment, c'est quoi les technologies qui viennent affecter votre secteur? Et l'environnement. Quel est l'environnement dans lequel vous allez opérer et comment ça impacte votre organisation? Qu'est-ce que ça impacte, par exemple, de faire, d'opérer en Ontario ou au Canada ou encore dans le nord du Canada en termes de climat, de météorologie? OK? Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de saisonnalité potentiellement? Alors, ça, c'est ici. Puis, en fait, le légal, est-ce qu'il y a justement des corps législatifs qui viennent encadrer nos opérations ou notre secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des brevets? OK, etc. Au niveau des 5 forces de Porter, ça, c'est un modèle qui est vraiment priorisé pour le secteur privé, qui est aussi utilisé pour le secteur d'organisation sociale qui sont mélangées ou mixtes avec des organisations privées. Je vous montre tout de suite après le modèle des 5 forces de Porter qui a été adapté à l'organisation à but non lucratif. C'est très important néanmoins de comprendre les 5 forces de Porter à but lucratif avant tout parce que si vous travaillez en organisation sociale, vous allez travailler avec des donateurs qui, eux, potentiellement, vivent ces forces et comprendre les enjeux que ces gens-là vivent peut faciliter, dans le fond, votre compréhension de leurs priorités, votre compréhension des valeurs de leur entreprise et votre négociation avec ces personnes. Alors, comprendre un peu dans quelle position les entreprises privées se trouvent peut aider votre positionnement éventuel. Alors, les 5 forces de Porter, c'est vraiment de regarder la marge de manœuvre qu'une entreprise a face à ses fournisseurs, ses clients, avant tout. Okay, alors, est-ce que mes fournisseurs ont beaucoup de pouvoir sur moi en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation? Est-ce que moi,
j'ai beaucoup de choix de fournisseurs et est-ce qu'eux ont beaucoup de pouvoir sur moi? Ça veut dire que si je dois changer de fournisseur, est-ce que ça va me coûter cher? Est-ce que j'ai beaucoup de choix de fournisseurs pour mon organisation? Est-ce que je demande pour mon service des produits trop spécialisés ou est-ce que j'ai besoin de produits très spécialisés? Alors, si je n'ai pas beaucoup de choix de fournisseurs, premièrement, il faut que je fasse très attention à mes fournisseurs parce que je n'ai pas beaucoup de choix. Ils ont beaucoup de pouvoir sur moi. Les relations sont très, très importantes. Ayant un pouvoir plus élevé sur moi, ben, les prix peuvent parfois être plus élevés. OK? Alors ça, c'est la base du pouvoir des fournisseurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs. La même chose du pouvoir de négociation du client. Est-ce que le client a beaucoup de choix de fournisseurs? Est-ce que le client peut aller vers mes concurrents facilement? Est-ce que ça lui coûte cher de changer de fournisseur? OK? Ou est-ce qu'il y a tendance où il devrait privilégier la loyauté envers moi? Alors, alors ça peut affecter les politiques de prix et tout. Alors, est-ce que j'ai de la marge de manœuvre de ces deux côtés-là? Alors, et à quel point j'ai de la marge de manœuvre? Alors, souvent, ce n'est pas des questions oui, non, c'est certains degrés de marge de manœuvre. Puis, ça peut aussi dépendre des produits et services. OK? Mais de façon générale, ça nous permet d'avoir une analyse, de voir si j'ai de la marge de manœuvre d'un côté ou de l'autre. La menace des nouveaux entrants, veut dire, est-ce que dans mon secteur d'activité, c'est relativement facile pour des nouveaux entrants d'entrer dans le secteur d'activité? Si vous vous rappelez, au début, je vous ai mentionné une industrie ou un secteur très fragmenté. C'est assez facile de rentrer dans un secteur très fragmenté parce qu'il y a plein de petits acteurs, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir chacun. Alors, les barrières d'entrée qui sont structurelles sont très basses, mais la concurrence va être quand même très élevée. OK? Alors, il peut y avoir des barrières à l'entrée qui sont justement structurelles, des barrières à l'entrée qui sont plus économiques. Ça veut dire que ça demande beaucoup d'investissement pour rentrer dans un secteur d'activité. Alors, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée ou est-ce que c'est facile pour des nouveaux entrants de venir dans mon secteur d'activité? Parce que s'il y a beaucoup de nouveaux entrants, ça fait beaucoup de rivalité. Puis, est-ce qu'il y a un risque, une menace de beaucoup de produits de substitution? Ça veut dire que dans mon secteur d'activité, si mes clients peuvent opter pour beaucoup d'autres options que mon produit, ben, j'ai aussi non seulement la concurrence de mes compétiteurs directs, j'ai la concurrence potentielle de produits de substitution, de potentiels nouveaux entrants. Okay, alors, ça fait beaucoup de pression concurrentielle. Si j'ai une industrie qui est plus consolidée, c'est-à-dire juste des gros joueurs qui occupent beaucoup de parts de marché, les barrières à l'entrée sont très élevées structurellement, habituellement, parce qu'un petit joueur va rentrer, ça va être très difficile de percer dans ces marchés-là contre des gros requins. Alors, dans le fond, pour l'organisation sociale, c'est les mêmes forces, mais il faut le regarder d'une façon un petit peu plus souple. Ça veut dire, est-ce qu'on a vraiment une pression des fournisseurs? Est-ce qu'on a une forme de négociation? Est-ce que nos fournisseurs ont une pouvoir de négociation sur nous? Et souvent, la réponse, c'est quand même oui, à certains égards, parce qu'on est toujours en négociation, on n'est pas souvent en situation de pouvoir avec nos fournisseurs en organisation sociale.
pour nos clients ou bénéficiaires, est-ce qu'il y a un pouvoir de négociation de la part du client? Actuellement, ici, ce n'est pas au niveau du bénéficiaire que ça se joue, mais c'est plus au niveau des bailleurs de fonds. Alors, aller chercher les bailleurs de fonds, c'est le groupe usager du bailleur de fonds qui va être plutôt, qui va avoir un peu un pouvoir sur nous. Puis, alors, on va regarder maintenant l'exemple des forces sectorielles, mais plutôt en lien avec l'organisation sociale. Alors, oui, ça, c'est vraiment le modèle mis en lien, adapté à l'organisation sociale. Alors, on a encore les nouveaux entrants parce que s'il y a des nouveaux entrants dans notre secteur d'activité, c'est sûr qu'on est en concurrence. Est-ce que ça dérange d'être en concurrence? Bien, à certains égards, s'il y a d'autres personnes qui offrent des services à nos bénéficiaires, tant mieux, sauf qu'on est en concurrence quand même pour du financement, potentiellement. Le plus d'organisations sociales veulent du financement, le plus de concurrence on a au niveau du groupe de bailleurs de fonds. Au niveau des substituts, est-ce qu'il y a des substituts également? Ça va être le même problème, c'est se différencier au niveau des groupes utilisateurs et des groupes de bailleurs de fonds. S'il y a des substituts qui existent, il faut savoir se différencier pour pouvoir avoir du financement. Si on se différencie suffisamment au niveau de notre groupe utilisateur, les bénéficiaires, ça va être plus facile de pouvoir obtenir du financement. Alors, puis ça va être plus facile également de se différencier pour obtenir du support des fournisseurs au niveau de l'industrie. Alors, c'est vraiment une carte simplifiée des forces de Porter, mais pour l'entreprise d'organisation sociale. Alors, voici, dans le fond, les éléments de l'entreprise sociale et collective. Selon, vous aviez en amont, dans le fond, tout ce qui était la réglementation et le financement public, les fournisseurs, dans le fond, les fournisseurs de fonds, les bailleurs de fonds, les fournisseurs de matières premières, etc. Dans le centre, bien, vous avez la concurrence et la collaboration avec les autres entreprises sociales et collectives, les produits et services de substitution. Et en aval, vous avez les bénéficiaires. Alors, ceux qui vont bénéficier des produits, alors le groupe membre, mais aussi vous avez aussi, les membres usagers, puis vous avez les tiers payeurs. Maintenant que vous avez fait une analyse externe de l'entreprise, vous allez faire une analyse interne de l'entreprise. Alors, vous allez regarder les produits et services. Alors, les forces, faiblesses, les conditions financières ou du financement, les ressources matérielles, les infrastructures, les ressources humaines, l'emplacement, le capital organisationnel. Alors, ça inclut la culture, la reconnaissance de l'organisation, les valeurs. Alors, tout ce qui est, dans le fond, plus tacite, plus intangible, alors, ou l'historique de l'organisation. Vous allez regarder, dans le fond, tout ce qui est interne, tout ce que vous pouvez identifier ici. Et vous allez conclure par une analyse FFOM qui s'appelle avant tout une analyse SWOT. C'est FFOM pour force, faiblesse, opportunité, menace. Ça aide l'entreprise à identifier, dans le fond, ses forces et ses faiblesses, puis à identifier les opportunités qui peuvent être saisies, puis les menaces qu'on essaie d'éviter, auxquelles on pourrait être confronté. Alors, on identifie les faiblesses de l'organisation qui pourraient nuire à son développement et à gérer les menaces. Puis, dans le fond, on essaie de
établir une stratégie qui pourrait nous différencier, OK, de nos concurrents, nos collaborateurs, de autres organisations et aussi de substituts. Hein? On essaie de se positionner de manière plus unique possible. Alors, les opportunités et menaces sont liées à l'environnement externe et les faiblesses et les forces sont liées à l'environnement interne. Alors, vous voyez la démarche. Alors, les aspects positifs sont vraiment à la verticale. La première colonne, c'est les forces et les opportunités. Puis le point négatif, c'est les faiblesses et les menaces, la deuxième colonne. Et les points internes, alors l'analyse interne, c'est la première rangée, c'est les forces et les faiblesses. Puis les points externes, c'est la deuxième rangée, les opportunités et les menaces. Alors, dans les opportunités et menaces, ben, une opportunité, dans le fond, c'est un développement potentiel externe avec lequel on peut en tirer profit. Par exemple, qui pourrait apporter une contribution exceptionnelle à la mission de notre organisation. Par exemple, il va y avoir un changement apporté à une politique, ou ça peut être une opportunité, par exemple, ou un changement technologique. Alors, des éléments que vous avez identifiés dans votre analyse externe qui peuvent être source d'opportunités pour accomplir votre mission. Une menace, c'est un fait ou un développement externe qui pourrait avoir un effet négatif sur votre performance ou votre mission. Okay? Alors, c'est des défis posés par les tendances qui arrivent à l'extérieur de votre organisation. Les forces et les faiblesses. Ben, les forces, c'est des caractéristiques internes qui vous distinguent favorablement des autres organisations. Okay? Alors, c'est une force, c'est un atout interne, okay? Une capacité, la motivation du personnel, quelque chose qui est en lien avec votre organisation, qui est idéalement les choses, vous allez essayer d'utiliser les forces les plus uniques possibles pour vous différencier. Vous pouvez avoir plusieurs forces, mais au final, à la fin, quand vous allez faire des recommandations, c'est prendre les forces les plus uniques qui vous différencient le plus des autres organisations. Les faiblesses, mais c'est une caractéristique qui influence négativement le fonctionnement de votre organisation. Ça peut être des conditions financières défavorables, par exemple, ou ça peut être, par exemple, des problèmes de vente, les opérations. Okay? Alors, lors de la recommandation, vous allez faire un retour sur les problématiques, les points essentiels de votre analyse et en fait, les éléments centraux qui ont guidé vos décisions. Alors, les facteurs décisionnels. Par exemple, dans un cas précis, par exemple, peut-être que vous avez les besoins des bénéficiaires, le financement, la structure du secteur d'activité, c'était peut-être un enjeu très important. Peut-être le style de l'entrepreneur, c'était un enjeu très important. Peut-être l'emplacement. Alors, qu'est-ce qui a guidé votre décision? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ça et pas ça? OK? Y a-t-il des facteurs qui étaient plus importants à considérer? Alors, encore là, est-ce que, par exemple, l'emplacement, c'était extrêmement important? Est-ce que les besoins des bénéficiaires et l'emplacement, c'était la clé? Y a-t-il des facteurs, est-ce qu'il y a d'autres scénarios que vous avez explorés? Pourquoi vous les avez éliminés? Et la recommandation pour l'entreprise pour le futur et les raisons principales. Alors, dans un monde idéal, vous allez formuler une recommandation basée sur les forces uniques de l'organisation en tenant compte de ses faiblesses. C'est pas toujours un monde idéal, mais ça, c'est dans ce monde idéal. Idéalement, votre recommandation devrait éviter les menaces et tirer parti des opportunités des forces. L'innovation mène à repenser les normes et les règles du jeu du secteur de l'industrie. Alors, quand vous faites votre analyse sectorielle, vous allez évaluer les règles
qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité-là? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est des conventions? Ben, l'innovation, souvent, c'est de repenser justement ce qu'on trouve qui est la norme, mais qui n'est pas normal, ou qui est la norme, mais qui ne devrait pas. Et c'est pour ça que vous avez, dans le fond, parti ou pensé votre organisation. Alors, l'innovation, ça peut venir de transformer ces règles-là. Pensez à votre réseau pour combiner des forces mutuelles et développer des alliances parce que les organisations sociales ayant peu de ressources, souvent, vous pouvez mettre à profit les ressources de votre réseau. Alors, la section 2, mener une étude de cas vous-même. Alors, encore là, je vais gérer vos attentes. On s'entend, c'est une mini-étude de cas parce qu'on a 3 semaines. Ce n'est pas une étude de cas normale. On fait un petit travail d'analyse sur une organisation. Alors, on a un problème et on veut trouver une solution. Alors ici, on ne veut pas penser que l'organisation qu'on va étudier a un problème. C'est pas le cas, ce n'est pas de trouver un problème à une entreprise, mais on veut étudier un objet de recherche. Un objet ici va être une organisation, mais dans un autre cours, ça pourrait être une classe, un département, une loi, un objet pour en tirer des apprentissages sur un sujet d'intérêt. Alors, l'objectif, c'est de fournir une description, tester des théories ou des concepts, ou générer des nouvelles théories. Okay? Alors, si on veut tester une approche, tester des théories, alors, par exemple, l'approche d'un scientifique, moi, je pense que dans la classe, si les étudiants participent activement, ils ont plus de chances de réussir. Mais ça, c'est ma théorie. J'ai une hypothèse. Ça, c'est une approche d'un scientifique. Ben, là, c'est vraiment une approche déductive. Mais une approche inductive, plus l'approche d'un détective, on dit, moi, je me doute qu'il y a un lien entre la participation en classe et le succès. Alors, je veux aller observer pour en apprendre plus. Ça, c'est une approche plus déductive. Alors, je ne me suis pas mis une hypothèse nécessairement, mais j'ai un doute, puis je vais aller l'étudier. Ça, c'est une approche plutôt inductive, l'approche d'un détective. OK? Alors, l'objectif des études de cas, c'est d'étudier des actions ou des décisions pour expliquer comment les choses se sont déroulées, comment des actions ont été implantées et des résultats. Et il s'agit d'étudier un phénomène de la vraie vie lorsque le contexte ne peut pas facilement être séparé du phénomène en question. Alors, le contexte est là, la situation, les décisions sont là. On ne peut pas séparer le contexte des actions parce qu'elles sont dans l'entreprise, dans l'organisation. Alors, on étudie le contexte et les actions ensemble. Alors, la nature des études de cas que vous pourriez faire, c'est descriptive, exploratoire ou explicative. Alors, dans notre cas, ça, c'est 3 types de cas qu'on pourrait faire. Alors, l'approche déductive, comme je vous ai dit, on émet une hypothèse. Je crois qu'il y a un lien entre la participation en classe et le succès des étudiants de la faculté de sciences humaines. Je formule une question que je peux tester. Quel est le lien entre la participation en classe des étudiants en sciences humaines et leur succès? Alors, je peux monter un outil de recherche, un questionnaire pour aller tester cette question. Ça, c'est une approche déductive. Alors, avec ma question de recherche en main, je vais aller tester. OK, alors je vais aller tester puis voir. Alors, ça, c'est, je peux faire ce cas-là pour les sciences humaines. Alors, je vais aller faire tous les dans le fond, mon cas pour les étudiants de sciences humaines. Okay. Alors,
un aide-mémoire pour quantitatif et qualitatif, OK? Parce que là, la question que je vous ai posée avec un questionnaire, c'est plutôt quantitatif. C'est des questions qui commencent par quel ou est-ce que c'est plutôt quantitatif. Hein? Quand je dis quel est le lien ou est-ce qu'il y a un lien, ça, c'est vraiment des questions qui vont éviter une recherche avec un questionnaire, des trucs comme ça pour voir s'il y a un lien causal entre des choses. Quand on va utiliser une méthode qualitative, un peu comme celle qu'on va utiliser nous ici en classe, c'est quand on utilise des questions comme comment et pourquoi. C'est plus la méthode détective. Dire j'ai un doute, mais je veux aller explorer. Je ne veux pas me fermer encore à trop de questions. Je veux juste aller, dans le fond, défraîchir et observer ce qui se passe. OK? Mais on va quand même avoir une méthode, mais elle va être un peu plus ouverte. Alors, c'est les questions comment et pourquoi sont un peu plus ouvertes. Dans l'approche déductive, c'est, bon, j'ai des concepts, des théories. Je connais le phénomène étudié parce que j'ai eu des lectures en classe. J'ai vu des capsules en classe. On a discuté des choses en classe. Alors, j'ai quand même des concepts. Alors, je connais mes choses, je connais ma théorie. Alors, je décide avec ça quelle organisation je vais aller étudier. Pourquoi? Alors, je peux utiliser une question de recherche, mais qui peut être plus grande, plus large. Alors, par exemple, nous, comment une organisation sociale s'organise pour atteindre ses objectifs. C'est assez large pour aller étudier notre organisation. Puis après, on va avoir une période d'observation qui est la collecte de données. Je mets en place ma stratégie de collecte de données et d'analyse afin d'atteindre mon objectif. Et après, je vais avoir des apprentissages qui vont émerger. Alors, ça, c'est vraiment l'approche plus inductive. Alors, un des trucs avec l'approche qualitative, c'est la validité des données, étant donné que ce n'est pas une approche qu'on peut avoir des données quantitatives avec des chiffres, ben, il y a souvent des données un peu plus biaisées, hein? Ben, pas biaisées, mais c'est des données qui sont plus, on ne peut pas les, c'est des données qu'on ne peut pas répliquer, OK? Alors, on a une entrevue, cette entrevue-là aura lieu juste une fois. Alors, afin d'avoir plus de validité dans nos données, on essaie d'avoir la triangulation des sources de données. Alors, par exemple, nous, on peut avoir possiblement 3 sources, mais je vous en demande 2. Alors, vous avez le choix entre une entrevue, l'observation ou de la collecte de documents. Vous en choisissez 2 dans ces 3. Alors, étant l'observation directe, c'est l'observation de ce qui se passe soit dans l'organisation. Vous ne pouvez pas aller dans l'organisation très probablement à cause de la pandémie, mais ça peut être de l'observation du narratif visuel. OK? Alors, en contexte pandémique, c'est vraiment, ça peut être des vidéos YouTube, de la publicité, des annonces, de l'établissement, de l'art, le changement de nom d'organisation. OK? Alors, vraiment, l'observation directe, c'est qu'il faut rendre compte de manière crédible au lecteur que vous avez fait une observation rigoureuse, OK, de l'organisation. OK? Alors, il faut que nous, on se sente qu'on est là avec vous. OK? Donc, ça prend une certaine habileté d'écriture. Alors, les limites d'un projet avec une étude qualitative, c'est est-ce que les découvertes seront applicables et transférables à d'autres organisations? On ne sait pas, OK? On ne sait pas avant que ça soit refait. Ça peut être applicable à certains égards. Ça peut être long. Là, dans notre contexte, ça ne va pas être long, mais pour une vraie bonne étude de cas, ça peut être long.
l'accès aux données peut être difficile. Et le choix de l'organisation, ça peut être difficile, puis ça peut paraître biaisé parfois. Puis est-ce que le choix de l'organisation est le bon pour nos apprentissages? Alors, ça peut être des limites certainement. Alors, sur ce, bon projet!